encore une fois en interview Alex avec des artistes qui nous sont amenés par le copain Matt Promo. Toujours Matt Promo, il est jamais très loin. Hein. Qui est majeur d'ailleurs, il a fêté ses 18 ans il n'y a pas longtemps. Donc 15 ans de vie commune avec Julien au Liban, on espère qu'on sera invité au mariage. Voilà. J'espère aussi. J'espère qu'ils écouteront cette émission. Nous sommes des corps en faillite, des corps absents du monde, des corps amoureux, transis de froid, transis. Nous sommes comme tout est rien, comme tout sans rien, comme tout est loin, comme tout si loin, comme tout sinon de là. Viens. Voilà, et alors donc aujourd'hui on reçoit Nicolas et John du groupe Yaros. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors déjà, Yaros, qu'est-ce que c'est et quoi que c'est? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes? Voilà. Bien sûr ce que nous sommes. Qui sortira en février, le 21 si j'ai bonne mémoire. 21 février, ouais. Ce qu'on est, on est un groupe de musique et ça existe depuis 10-12 ans, un truc comme ça. Yaros, c'est quoi? C'est violoncelle, chant. En français, c'est de la chanson. Mais de la chanson, il y a pas mal de zik. Voilà, donc il y a un guitariste, bonjour. John, ici présent. Batterie. Et puis trompette sur ce disque. Trompettiste. Très bien. Voilà. Le choix des instruments, comment il s'est fait? Ça a été une évidence, le hasard de rencontre? En fait, on a été un trio pendant très longtemps. Pendant presque entre 7-8 ans, un truc comme ça. Et ensuite, en fait, pour ce disque-là, il y avait envie de travailler avec un instrument mélodique. Et la trompette, c'est un instrument moi qui me parle beaucoup, puis les gars, c'est des musiciens aussi de jazz, de musique improvisée, donc les cuivres, c'est un instrument qu'ils pratiquent aussi, je pense. Tu vois, sonorité que vous avez l'habitude d'avoir. Oui, aussi ça amène quelque chose où c'est l'instrumentation qui est un peu différent. Voilà, c'est pas très habituel dans le rock ou peut-être dans la chanson aussi d'avoir cette instrumentation sans basse. Des fois, Nico il prend une basse électrique, mais souvent c'est avec le violoncelle. Donc du coup, la trompette, ça amène une couleur qui est peut-être un peu plus originale. Et bon, je pique la réponse de notre trompettiste Guillaume qui a dit hier aussi, c'est une son qui peut s'approcher un peu de la voix humaine. Donc ça peut faire des contre-chants, ça peut pas mal jouer avec le voix de Nico et aussi aller dans le côté solo, jazz, mais aussi revenir vers le côté très mélodique, très chanson, en soutien de la voix. Donc je pense que c'était un choix aussi qui était pas... Ça facilite pas la musique dans un sens parce qu'il faut vraiment réfléchir, mais ça nous sort des normes, quoi. Ça nous sort des... Oui, voilà. Il y a un côté mélodique en fait qu'on avait peut-être moins avant, parce que moi je suis violoncelliste, je peux avec un violoncelle faire des mélodies, mais comme j'ai plus ce rôle de bassiste finalement, puisque en tout cas à l'époque déjà c'était ça, dans le trio, moi le violoncelle ça me servait presque de contrebasse, ça me sert toujours d'ailleurs presque de contrebasse, et voilà. Et du coup l'aspect mélodique on l'avait pas trop, donc un instrument soliste comme ça c'était voilà. C'était un peu... Alors justement, le violoncelle, c'est en train de se démocratiser, notamment grâce à des projets de type Touchelos ou Apocalyptica. Ouais. Mais le violoncelle, il y a un côté très formation classique. En règle générale, moi, je me suis essayé de dire que dans la musique classique, les gens, ils n'aiment pas trop quand on utilise des instruments pour aller faire autre chose que du classique. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? C'est très vrai, je pense, d'une certaine époque, de mon époque d'ailleurs, de l'époque où j'ai appris au conservatoire, où il y avait vraiment une manière d'apprendre un peu à l'ancienne, où par exemple mon prof à l'époque, quand je jouais faux, il avait une petite baguette en bois, il me tapait sur les doigts, tu vois, donc c'est une manière d'apprendre le classique. Il y a beaucoup de rigueur, c'est très dur parfois, et aujourd'hui ça a un peu changé. Ça, dans les conservatoires ça s'ouvre de plus en plus, il y a des classes de musique actuelle, des classes de jazz, tout ça, donc je dirais que ce rapport-là, avec le classique, ça existe toujours, mais il y a quand même, tu vois, puis bon, en fait, on s'en fout, en fait, c'est un instrument, quoi. Tu vois. J'ai connu ça quand j'ai eu essayé d'apprendre la guitare. J'ai une prof de guitare classique. Dès que tu faisais un peu sortir le pouce du haut du manche, elle avait un opinel. Elle te piquait le doigt à l'opinel. C'était sympa. Il faut pas qu'il me voit jouer alors. Parce que... Ouais, c'est ça. Et après, en fait, au final, apprendre avec dans la méthode classique, tout ça,
c'est cool parce que ça te donne des bases solides. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont étudié sur comment est-ce que ta position elle va être pour que tu te fasses le moins mal possible. Ça, c'est quand même, ça vient de loin. Mais par contre, quand toi tu te réappropries ça, que tu réinventes une façon de jouer, ben, tu peux créer d'autres choses aussi, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire ? Donc moi je joue debout par exemple. Quand il y a un violoncelliste qui me voit jouer et avec les positions que je prends, ben, il prend peur. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est marrant quand on prend ce que les gens appellent les musiques de grands. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en règle générale, moi, tous mes potes qui écoutaient du reggae, quand ils sont tournés vers des musiques un peu plus, on va dire, entre guillemets, sabérudes, savantes, ils sont tournés vers le jazz. Et alors, par contre, tous les métalleux, tous les rockers, nous, on a plutôt tendance à partir vers le classique, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Je sais pas pourquoi, en fait. C'est marrant, ça. Bah, je sais pas, en tout cas, parce que il y a plein d'exemples de ça. Dans le rock, en tout cas, il y a du rock tourné vers du rock symphonique. Je sais pas, même les groupes dont on parlait tout à l'heure, des groupes un peu post-rock. Mogwai ou même Godspeed. Godspeed, par exemple, c'est très rock, mais à l'intérieur, il y a des instruments, il y a du violon, enfin, il y a des instruments classiques comme ça qui. Et Radiohead aussi, par exemple, c'est un groupe de rock pop, mais très influencé par la musique symphonique. Ouais. Après aussi, le métal, peut-être, s'est tourné vers un truc assez épique aussi. Oui. La musique classique, il y a ce côté épique, grandiose, voilà, que le métal, peut-être, cherche aussi des fois. Bah, l'une des bases du heavy metal, c'est le triton, quoi, le fameux Diabolicus in Musica. Mais pareil dans le jazz, quoi. Ça, c'est partout dans le jazz. Le jazz, le triton, c'est partout dans le jazz. Donc, ça, c'est... Il y avait même un truc qui était inventé par Wagner. Moi, j'ai toujours rêvé de voir jouer de ça. C'est un truc qui s'appelait l'octo-contrebasse. C'est une contrebasse pour en jouer x2. T'en as un qui est sur un échafaudage qui fait les notes et l'autre en dessous qui frotte avec l'archet, quoi. C'est dans un musée, ça, d'ailleurs. Ouais. Alors, pour en revenir au groupe en lui-même, le processus de composition. Comment ça se passe ? Vous êtes plutôt du genre chacun bosse de son côté, vous retrouvez au tas de sable, ça part en bœuf, c'est comment On fait des bons repas, par répète, ça c'est sûr. Gigot d'agneau, bouteille de rouge. Exactement, toujours. Le processus de création, dans le groupe, il est assez similaire depuis un petit moment, c'est un peu à l'ancienne en fait. C'est vraiment, moi je fais les ossatures de chansons. Et après, je considère que... j'écris les textes et je fais les structures. Et des idées mélodiques, des idées peut-être des fois de samples ou des petits trucs comme ça. Et après, je considère que dans le travail qu'on fait de groupe, il y a une recherche de son en collectif. Et que c'est là qu'on va créer une identité. Et donc, on passe du temps à arranger, à des fois bouger des parties, enlever des bouts, rajouter des bouts... Moi, j'ai pas forcément de problème à couper des textes des fois, s'il faut que ça soit coupé, tu vois, parce que si ça sert le propos et la chanson. Et après voilà, sauf si vraiment j'ai trouvé un truc qui me tient à cœur. Mais sinon, c'est ça le processus. Après, on arrange ensemble. Et puis sur ce disque-là, en tout cas, je pense qu'on a fait beaucoup de. Enfin, le disque qu'on a enregistré, il est très proche des maquettes. Donc, tu vois, on fait des maquettes, on maquette avec notre ingé son, on fait du maquettage. Là, on a maquetté tout le disque, une dizaine de morceaux, et puis après, on a enregistré. Et finalement, ce qui a créé de l'arrangement, c'est peut-être plus tout ce qui est les invités sur ce disque-là. Donc, tous les invités, on a eu 3 invités, et en gros, c'est eux. C'est eux qui ont créé un peu d'arrangement, finalement. On a fait quelques heureux, mais pas énormes. Dans les invités, d'ailleurs, on va en parler. Il y a un groupe que nous, ici, on connaît bien, Radio Occitanie, qui est Loubarut, qui sont justement de ce que j'ai compris sur cet album, Ce que nous sommes, il y a une thématique, on va dire, au centre, c'est les racines. Ouais, c'est une question que, dans l'écriture des chansons, je me suis posée. Que je suis allé j'ai déménagé sur le plateau du Larzac, et
en m'extrayant un peu de la civilisation, je me suis posé ces questions-là, quoi. Qu'est-ce que, avec tout ce qu'il y a comme apparat, bon, c'est pas que le fait de se retirer, c'est aussi aujourd'hui on a les téléphones, les ci, les ça, on a des sollicitations permanentes. Et j'avais envie de réfléchir un peu là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui fait ce que je suis, quoi. Qu'est-ce qui fait que j'existe dans le monde, quoi. Et l'Occitan, c'est là où je suis. Je suis né en Occitanie. Je suis occitan, moi aussi. Et donc j'avais envie, même si je parle pas l'occitan, mes parents, ma mère, elle a l'accent de fou, voilà. Et j'avais envie de partager avec un groupe qui le pratique et qui le met à l'honneur, quoi. C'était un peu ça l'idée, quoi. Et puis je connais bien Delphine, donc on s'est rencontrés. Et voilà. Puis c'est un groupe qui est politiquement engagé aussi. Moi j'aime bien. Grand projet, le Barut. Non, et puis on va le préciser, c'est ça qui est bien avec le côté occitan, c'est que l'Occitanie, il n'y a pas de droit du sang, mais alors jamais, il n'y en aura jamais. Il n'y a pas non plus vraiment de droit du sol, c'est un peu une identité choisie qui dépasse largement les frontières de la province française d'Occitanie, quoi, de la région administrative. Et c'est voilà, quoi, c'est vraiment un espace qui est très... Ouais, bien sûr. Puis c'est des valeurs qui nous plaisent aussi, nous en tant que musiciens, mais aussi en tant qu'être humain de tous les jours. Tu vois, par exemple, on est assez attaché au local. Tu vois, on en parlait beaucoup et tout. Sur ce disque, on s'est associé avec un vigneron de chez nous pour faire un objet plus que symbolique, c'est-à-dire tu vends un disque à la fin d'un concert, c'est super, mais là il y a un partage aussi avec quelqu'un qui est un objet d'artisanat, tu vois, il y a un truc comme ça, un vin qui représente un peu la région aussi, enfin voilà, c'est important pour nous, ça fait partie de notre identité, quoi. On l'a dit, il y a le côté occitan, il n'y a pas que le côté occitan, il y a d'autres invités sur votre... Tu veux en parler un peu ? Ouais, vas-y. Il y a Adil Smali aussi, le chanteur d'Aiwa, qui vient chanter sur un morceau qui s'appelle Tang. Et Adil, bon, c'est quelqu'un que je pense qu'on a tous connu de la musique à Montpellier et tout ça, comme tu disais, voilà, qui chante en arabe sur un morceau qui s'appelle Tang. Et voilà, c'est intéressant parce que ça fait partie aussi de ce que nous sommes aussi tous en France, nous en Occitanie, en Europe et tout ça. C'est aussi le voyage, c'est le mouvement du peuple, quoi. Et Adil, je crois que tu disais hier, il est venu de Maroc, il a fait 10 ans à Montpellier, travailler dans la musique sans papier, donc voilà, il a son histoire et ça fait partie d'une autre aussi. C'est une communauté, pas que de musiciens, mais aussi des gens à Montpellier et la communauté en Occitanie. Enfin voilà, il est plus large, quoi. Après, c'est pas moi qui a fait des paroles, c'est peut-être Nico qui peut mieux parler de la chanson. Mais t'as bien expliqué, et c'est ça. Après, je dirais il y a aussi l'aspect, le côté aujourd'hui, il y a eu toute une époque. Cette chanson, je peux dire d'où elle vient quand même. Il y a eu toute une époque où il y avait la migration, elle était bien au centre. Enfin, on voyait tout le temps les migrants se noyer, en gros. Et il y a eu, je me souviens, quelqu'un que j'ai lu qui s'appelle Cédric Héroux, peut-être que vous voyez qui c'est. Voilà. Oui. Et j'ai beaucoup aimé son livre. Si, il est de par chez toi, il est de la Val-Roya. Oui, voilà, vallée de la Roya. Voilà. Et donc, je me suis intéressé au gars un peu et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce mec. Et en lisant son livre, ça m'a frappé. Et j'ai eu envie d'écrire une chanson sur ce thème-là, de la migration, de la traversée. Et puis moi, j'ai moi-même des racines, toi aussi d'ailleurs. C'est pareil, on a des racines, enfin, je ne sais pas si vous aussi, mais on a tous des racines de quelque part. Moi, j'ai des racines kabyles et je ne connais pas mes grands-parents maternels. Ouais. Donc du coup, j'ai eu envie aussi de me confronter un peu à d'où je viens, quoi. Voilà. De toute façon, oui, on est tous on est tous sortis de l'âge de père peuple. aussi du kabyle, mais de je sais plus quand et je sais plus qui, mais je sais qu'il y en a aussi. Puis italien, puis... on est tous des métissés, quoi. Oui. Ah oui. Et c'est vrai. Et c'est ça qui est bon, parce que sinon, au bout d'un moment, le sang, il se renouvelle pas, et puis bon... ça devient compliqué. Ouais, ça fait des chocs à pic, quoi. Après, ça fait Christine Boutin, avec son cousin. Je voulais parler de Sarkozy, moi, mais ok. Non, mais en plus, Sarkozy, non, pas bulgare, il est hongrois, oui, à la base. Okay. De toute façon, en règle générale, c'est ça qui est marrant sur certains mecs comme ça, enfin marrant, si on peut dire ça marrant, hein, mais bon, Sarkozy, il est hongrois à la base,
Manuel Valls Escatala, nos types. Voilà, Zemmour, il est à la base, il est d'une famille justement kabyle. Et ces gens-là, en fait, ils sont tellement pas sentis français quelque part, ou je sais pas ce qu'ils ont bugué dans le logiciel, qu'ils se veulent plus français que les Français, quoi. Et ça, c'est voilà, Jean Messia. Ouais. Et Le Pen? Non, le Pen, c'est du pur breton. Le Pen veut dire le chef en breton. C'est vrai. Okay. Ah oui, génial. C'est parce qu'il aime bien. D'ailleurs, je refais un clin d'œil à la une de Libération pour la mort de Le Pen. Je trouvais ça énorme. Ils ont juste mis une photo avec marqué Maréchal, le voilà. Ouais. J'ai trouvé ça très bien. Ouais. Bon, vu qu'on parle de trucs de gauche, sinon, vous avez un vrai métier ou vous faites partie de ce que Jean-Pierre Pernaut appelait ses nantis d'intermittents du spectacle? Tu vois, tu viens d'ouvrir une brèche dont on parlait juste tout à l'heure. Dans notre département, ils ont supprimé 100% des subventions dédiées à la culture. Donc, ça fait plaisir. Enfin, tu vois, nous qui sommes des saltimbanques, en tout cas, on prend ça comme un petit, un petit affront. Ouais. Ça fait flipper. Et alors, c'était le PS. Voilà, et c'était le PS. Ouais. Donc, bon, c'est... Voilà, tu vois, si on parle de sujets de gauche, on est intermittent, parlons-en, quoi. Pour l'instant. Donc voilà, en fait, c'est juste pour dire que après, c'est pas que la culture, parce qu'on parle de la culture et tout ça, mais en fait, là, c'est tout ce qui est social en ce moment en France, et c'est une catastrophe, parce que nous, on défend notre petit beefsteak, mais ça s'ouvre à tout le monde. Hein. C'est les MJC qui disparaissent, et ça, c'est quand même une catastrophe, parce que chez moi, là, à l'ODEV, là, ils ont supprimé la MJC, et c'était, il y avait des aides aux devoirs, il y avait de l'insertion, il y avait... Et ça se dégage. Ça, le sport, le ci, le ça. Bon, je sais pas, je tape un peu dans les trucs de gauche classiques, mais là, c'est une catastrophe. Ça craint. Tu vraiment. C'est pas de gauche ou quoi, c'est que c'est du bon sens. Enfin, les MJC, on en reçoit beaucoup de gens qui ont été, que ce soit des humoristes, des acteurs, des chanteurs, qui sortent justement de la MJC, qui ont appris ça là-bas, qui... Donc voilà, c'est clair que ça fait partie des choses où ça va, quoi. Enfin, l'argent. Et tu prends même sur un sujet qui n'est pas vraiment forcément de gauche, qui est le sécuritaire. Ouais. Je veux dire, Sarkozy a supprimé la police de proximité quand il était à l'intérieur en disant je paye pas des flics pour jouer au foot et des gamins. Eh ben si. Parce que justement, il y a une connaissance. Les flics apprennent à connaître les gamins, les gamins apprennent à connaître les flics, et du coup, ça se... Voilà, quoi. Ils n'avaient pas ce rapport... conflictuel. Mais tu vois, on voit que quand c'est du conflit d'un côté comme de l'autre. Ouais, bien sûr. Ça me fait rebondir là-dessus parce que nous, on a quand même, je pense qu'on est à peu près la même génération, et on a vécu cette période de gloire des MJC où il y a eu la création du rap quand même en France. Et c'est-à-dire que toutes les jeunes qui étaient censés zoner quelque part dans les cités, quoi, ils se retrouvaient dans les MJC et ils faisaient du rap. C'est quand même énorme, parce qu'il y a toute la pan de culture musicale qui a été créée là-dedans, c'est ouf, quoi. Tu vois. Et bon, après il y aurait peut-être autre chose, parce que je pense que de toute manière moi j'aurais envie de dire, allez, j'ai encore me faire des amis, moi, mais j'aurais tendance à dire, en même temps, il y a eu ce bon côté-là, mais il y a eu aussi à un moment donné un mauvais côté, et que malheureusement, on doit aussi au PS. C'est pas... Ça y est, maintenant, les gens, ils vont croire que je suis de droite. Non. Non, je ne suis pas de droite. Non, je ne suis pas LFI non plus. Ils sont beaucoup trop à droite pour moi. Pas, tu vois. Mais c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est pas compliqué. Dans les cités, il y a quoi? Des noirs et des rebeux. Les rebeux, ça aime faire du rap. Les noirs, ça aime jouer au basket. Alors, on va leur monter des MJC avec des sodos pour faire du rap et des paniers de basket, sans forcément se douter que les gens, ils avaient d'autres envies. Il y a vraiment cette nécessité et ça peut s'amener justement par la musique, ça peut s'amener par la bouffe, comme on dit tout le temps avec Alex. Si tout le monde mangeait ensemble, déjà quand on mange, on a la bouche pleine, on dit moins de conneries en règle générale, et puis que voilà, quoi. Mais c'est vrai. On espère que ça va revenir. Hein. Oui. Oui, moi j'y crois. Enfin. Ah ouais. J'y crois pas parce que en fait je pense qu'on a la capacité, les êtres humains ensemble de faire des choses, quoi, tu vois. C'est ça plutôt. Sinon après ce serait trop triste, non, de plus croire à ce genre de trucs. Ouais, je sais pas. Toi tu crois pas trop. Moi je suis très pessimiste. Non, Alex est un grand pessimiste. Je suis très pessimiste. Mais c'est parce qu'il est très sensible aussi. Je suis très pessimiste. C'est moi je le dis tout le temps dans nos émissions, je repense à France 98. Je
Je suis né en 91. Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a un truc aussi qu'il faut dire dans nos métiers. Moi, je l'admire parce qu'il fait de l'actu. Moi, j'ai arrêté de faire de l'actu parce que si tu fais de l'actu, au bout d'un moment, tu deviens fou. Ah ouais. Je suis comme ça, même que ma peau saigne, que mes mots sèment, dans le vent sème. Je suis comme ça, même quand tes yeux percent sous ma peau, laisse les oiseaux laissent. Sous la peau est enfoui le cœur, sa folie. Sous la peau c'est blotti mon cœur tout engourdi. Je suis comme ça, même quand tes yeux percent sous ma peau, laisse les oiseaux laissent. Mais on fait presque le même métier, nous, quand on fait de la chanson. Enfin, en tout cas, quand tu fais des chansons et que tu as envie de parler de choses, tu fais un peu de l'actu. C'est-à-dire que tu vois, tu es au regard de ce qui se passe dans le monde et tout ça. Et donc, je vois ce que tu veux dire. C'est dur. Il faut s'accrocher. Justement, il y a un truc sur lequel tu pourrais pas écrire, sur lequel... Sur John, non, je n'ai pas. Mais je me suis dit, c'est une très bonne question, j'ai envie d'avoir la réponse. Là. Est-ce que tu te prives des sujets? Est-ce que je me prive de sujets? Il y a des choses sur lesquelles tu ne vas pas écrire? Non, en fait, je dirais que les choses que j'écris pas, c'est les choses qui m'ont pas touché. Je dirais que c'est juste ça, en fait. Enfin, moi, j'ai une manière très instinctive d'écrire. Il faut que ça me parle. Il faut que ça m'ait touché ou ému, qu'il y ait un truc qui m'ait soit révolté, soit je sais pas. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Mais des fois, tu vas aller chercher un sujet ou tu t'attends que ça vienne sur toi? Ah non, moi je dirais ce truc-là qu'il y a un gars que j'aime bien, Charles-Élie Couture, qui a répondu ça une fois et qui disait nous les artistes en fait on est avant tout émotion. Okay. Et donc on reçoit ça, on écrit ou on fait quelque chose et ensuite on conceptualise. Et moi, je me verrais plus comme ça. Ok. Charles-Élie Couture, qu'on embrasse. Il y a une anecdote, on vous la racontera hors antenne. Voilà, Tradex. Grande histoire d'amour entre Alexandre et Charles-Élie Couture. Comme j'ai tendance à l'être souvent, je pense que ce jour-là, il était mal luné. On a toujours tendance à demander aux gens leurs inspirations. Quels sont les musiciens qui vous ont... Moi, c'est le contraire. À quel musicien vous aimeriez pas qu'on vous compare? Parce que vous savez, c'est toujours, ouais, ça sonne comme machin ou ça sonne comme bidule. Oh, ça, c'est... des musiciens... Moi, guitaristiquement, c'est marrant, on en parlait hier aussi de style de guitare et tout ça. Moi, j'aime pas les guitaristes, parce que j'allais dire j'aime des guitaristes, mais j'aime pas des guitaristes qui ont un jeu trop propre. Trop scolaire, trop machine... J'ai rien contre, c'est-à-dire que je respecte beaucoup, je trouve que le travail il est admirable. Mais moi, ça me touche moins qu'un guitariste qui peut-être a un peu plus de saleté, un peu plus d'émotion. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien quand on entend un peu des cordes, pas des fausses notes, mais des trucs qui sonnent un peu autour, des trucs un peu
vivant, quoi. Moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Donc, les guitaristes, peut-être, ce qui m'inspire pas, c'est quand la musique elle est beaucoup trop propre et trop machine et trop... voilà, quoi. Moi, j'aime un peu de saleté dans la vie, quoi. Mais c'est vrai que les gratteux, il y a des trucs comme ça. Si on prend par exemple Brian May qui joue tout le temps avec une pièce. Oui. Voilà, Mark Knopfler qui ne joue qu'au doigt. Le mec n'a jamais touché un médiateur de sa vie, quoi. C'est des trucs... moi, les guitaristes que j'ai adorés, ou que j'adore toujours, c'est le genre de Frank Zappa, des choses comme ça, où t'entends les bruits des cordes à côté, t'entends les trucs. En fait, ce que j'aime bien, c'est la recherche des fois dans la musique. J'aime bien, presque par le son, entendre ce que lui il est en train de penser, quoi. Et moi, j'aime bien ça. Et quand c'est trop écrit et trop propre et tout ça, ça me touche moins. Je suis admiratif et je trouve ça, voilà, ça, c'est impressionnant. Mais bon, c'est pas ça qui me touche beaucoup. Donc voilà, moi je veux pas sonner comme Steve Vai ou Joe Satriani. Ou Joe Satriani, tout ça. C'est des bons musiciens, je dis pas, voilà. Mais c'est pas ce que je recherche dans mon son. Moi, je vois, j'ai un problème avec les groupes comme ça, genre Dream Theater et tout ça, où t'as l'impression que les mecs, ils sont tous en solo constant, qui s'écoutent pas, et c'est quoi. C'est de la musique onaniste, pour dire ça de manière... Mais, tu vois, et si on prend un truc dans le rock ou dans le Black Sabbath et tout ça, comme Tony Iommi, qui a ce son qui est fat et qui est brillant, qui est ultra présent, ça j'adore, quoi. En plus, c'est un peu comme Django Reinhardt, il a adopté son son, parce qu'il faut savoir que Iommi, en fait, il bossait dans l'industrie du métal à Birmingham. En fait, il lui manque 2 phalanges, donc il a 2 phalanges en caoutchouc, et c'est pour ça qu'il a ce son, tout comme Reinhardt avait son espèce de déformation suite à l'incendie, et il en a fait un style, quoi. Voilà, donc je veux pas sonner comme moi je me suis coupé les doigts, du coup Et toi, il y a des chanteurs, des trucs avec lesquels on te compare et ça t'énerve, je sais pas, on te dit pas c'est beau, on dirait du Damien 16 ou un truc comme ça. Je savais que j'allais choisir pile le bon nom. Tu as choisi le bon nom parce qu'en fait j'aime bien 16. Enfin voilà, du coup non, en fait ça me dérange pas qu'on me compare à 16. En fait, je dirais que les gens, quand ils font des comparaisons, c'est parce que c'est leur propre référence culturelle, quoi, tu vois. Donc, je sais pas quoi. Enfin, c'est difficile de répondre à ce genre de truc, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire, des fois, t'as pas les mêmes goûts. Tu écoutes. S'il y a quelqu'un, il écoute Dream Theater et qui vient voir Yaros en concert et qui dit putain, ça m'a fait penser à tel morceau de Dream Theater. Ça se trouve, c'est possible, tu vois. Justement, en concert, il y a une part d'impro où c'est vraiment tout est carré, tout est... il y a une part d'impro, il y a pas mal de moments d'instrumental aussi, que ça soit écrit ou improvisé. Guillaume, le trompettiste, il prend quelques solos. Dans le set, il y a un moment aussi où on se lâche, un peu un solo collectif, quoi, sur un des morceaux live. Donc voilà, je pense qu'aussi pour nous, il y a la chanson, il y a le texte de Nico, mais il y a aussi la musique pure, enfin le fait d'être 4 personnes à créer sur scène et créer devant un public aussi. Et c'est pas juste de livrer un concert dans le bon packaging et tout ça, mais c'est aussi de laisser un part de... Le public sont là et ceux qui sont en train de vivre, c'est un moment unique aussi. C'est un moment qui existera que là, avec eux, entre nous et eux. Enfin, et ce moment-là, même si on joue le même morceau le lendemain, ça va être différent. Et donc du coup, il y a quand même pas mal de côté musical et improvisation dedans aussi, quoi. Mais il faut pas avoir peur. Si les gens ils aiment pas si vous aimez pas le jazz, vous pouvez quand même venir voir le concert, quoi. C'est pas c'est pas solo après solo après solo. Non, en plus de ça, c'est à la fois rock, à la fois jazz, à la fois, et ces phases d'improvisation, elles sont dans le disque aussi. C'est-à-dire qu'on a fixé dans un des morceaux qui s'appelle Le Vent Souffle. Où c'est dans ce morceau-là où il y a une phase à la fin où structurellement on a laissé une plage d'improvisation qu'on a fixée et qu'on reproduit en live. Donc ça nous laisse un temps de respiration. Dans un set, c'est hyper agréable d'avoir l'espace de liberté, de création ensemble. Ça nous connecte. Il y a plein de raisons qui sont super.
Alors vu que nous aussi on fait de l'improvisation au niveau des questions, là j'en ai une qui vient de me venir à vous faire réagir sur une petite phrase qui m'a été donnée en interview par Mousse Amokran de Zebda, qu'on embrasse au passage. Mousse, il m'avait dit, en fait, un concert, ça équivaut à 6 mois de répète. Vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Oui. Moi je suis d'accord. Ouais, plutôt d'accord. Oui, parce que en fait, la résultante, c'est que voilà, il y a tout le travail. C'est 6 mois de répète, même je dirais même plus, parce que, enfin, en tout cas, ça dépend. Si tu présentes de la création, c'est à peu près ça, même plus, parce qu'il y a l'aspect création, il y a l'aspect écriture, l'arrangement, il y a travailler à faire sonner ensemble. Et ça prend du temps. Nous, on a bossé, mais pendant combien de temps ? On a fait on a fait presque un an et demi de répète avant de faire des résidences de travail. Un an, je dirais même. Tu vois. Donc il y a ça. Après il y a tout l'aspect résidence et tout ça où tu prépares un peu ton live. Ensuite tu joues. Ok, ça fait tout ce temps-là, mais il y a le temps que ça se rôde. Et ça c'est pareil. Quand tu présentes quelque chose qui est un peu neuf et tout, il y a le temps de comprendre ensemble comment le faire vivre. D'avoir plusieurs expériences, je sais pas, de type de scène par exemple. Tu vois, là, ça commence à être cool. On a eu des expériences de salles un peu grosses. On a des salles assises dans des théâtres. Là, hier, on a joué au Bijou. Et avant-hier aussi, une autre configuration. Vendredi, on joue chez Sarah, chez une copine, dans un salon, une sorte de salon, quoi. Voilà, tu vois, il y a plein de configurations différentes et ça c'est cool. Et c'est quand tu as vécu toutes ces expériences que là ça commence vraiment à sonner. Enfin, ça sonne déjà, mais tu vois, enfin, voilà. Le disque, on l'a dit, il sort le 21 février. Remontrer la pochette et tout, on fait ça bien. Hop, oui, non, c'est mieux si je le montre dans ce sens-là. Je m'y ferai au niveau des caméras. Moi, j'étais sur celle-là, mais non, c'est l'autre. Est-ce que c'était important pour vous, justement, le disque, le support physique ? Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui se disent « Ouais, non, ça coûte cher à produire, c'est compliqué, les FNAC, ils en prennent de moins en moins et tout, donc on sort que du numérique. » Moi, j'ai tendance à trouver que c'est important. Je sais qu'il y a des artistes, même si j'ai plus de platine laser à la maison, je suis un grand fan d'Iron Maiden. À chaque fois qu'ils sortent un disque, j'ai tous les Maiden, quoi. Est-ce que le fait de sortir un support physique, un support CD, c'était important pour vous ? Pour moi, ça l'est. C'est important. Pareil, c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure aussi. On a beaucoup parlé. On parlait des plateformes streaming, Spotify, tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est un super outil qui permet de découvrir les choses, mais il y a ce rapport-là, en tout cas, à la musique qui est, je veux dire, il y a une démarche quand tu as un disque ou quand tu as un vinyle, où tu fais la démarche d'aller écouter quelque chose. Et donc, tu te poses, normalement, tu mets ton CD, tu t'assois et tu écoutes un album. Avec Spotify, c'est plus de l'ordre de la consommation. Tu switches, tu peux faire autre chose, tout ça. Même si tu peux mettre un CD et cuisiner, hein, ça marche, quoi. Mais quand même, il y a un truc comme ça qui est lié au support physique qui est important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le disque se vend plus parce que plus personne, plus personne, non, c'est pas vrai, mais il y a les aficionados comme nous, je pense, qui écoutent des disques encore. Mais après, la majorité, il n'y a plus de disques dans les voitures, tout ça. Et ceci dit, il y a certaines personnes, quand tu leur dis je vous envoie un disque, ils te disent oui, carrément, parce qu'en fait, il y a tellement de supports dématérialisés qu'en fait, il y a trop de propositions, là, je peux plus. Et le disque, ça ramène un truc à ok, là, j'ai ce disque-là, vas-y, je vais l'écouter, c'est cool. Voilà, il y a tout ce truc-là, et il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est que le problème du disque aujourd'hui, c'est que on nous oblige quelque part, enfin on nous oblige pas, hein, mais si on veut avoir des aides, par exemple à la fabrication, on est obligé d'en presser un certain nombre, tu vois. Et je dirais que ça, c'est dommage, parce que du coup, ça nous pousse à presser des 2000 CD, alors qu'on va pas en vendre des 2000, tu vois. On va peut-être en vendre beaucoup moins aujourd'hui. Donc il y a un peu un truc comme ça qui est un peu... Le CD, il est devenu presque un objet de promotion. Les artistes aujourd'hui, je pense qu'on ne vise pas là-dessus pour gagner notre vie.
Non. C'est pour donner aux gens et dire écoutez ça pour nous faire venir jouer. Et c'est vrai qu'on peut faire ça avec Spotify. Bon, comme tu dis, il y a des. Après, en même temps, Spotify, si tu vives de vivre avec les 0,00013 centimes par écoute. Il y a ça aussi. Tu peux pas. Ça, si on commence à rentrer dans ces. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est... Et nous, je pense qu'on est des gens qui écoutent les disques. Moi, j'écoute les disques, j'achète des vinyles, j'achète des CD. J'aime bien ce truc-là. Mais bon, la réalité, c'est qu'on est une minorité et la plupart des gens, ils vont aller sur Spotify et tout. On peut pas gagner notre vie avec, on peut pas vraiment gagner notre vie avec le CD. Donc, c'est un objet de promotion. Et quelque part, ce qui est si moi je vais être optimiste, c'est que ça nous ramène vraiment au live. C'est que le live devient le plus important. La musique jouée devant des gens en live, c'est voilà. Si on prend l'histoire de la musique, l'histoire de la musique en entier, l'histoire de la musique enregistrée, c'est ça. Ça fait pas longtemps que la musique, qu'il y a une culture de musique enregistrée, mais la musique live jouée devant des gens avec des instruments, avec des oreilles, enfin ça c'est le vrai culture de la musique. Donc voilà, on fait avec les disques, on les presse parce qu'on veut des subventions. Il faut donner un objet de support, quoi. Non, du coup, excuse-moi, l'idée de la bouteille de vin. La bouteille de vin là, dont je parlais tout à l'heure, c'était un peu ça aussi, c'est-à-dire essayer de... Bon, alors après, c'est avant tout une rencontre. Alain le Cojol Gazé, il a une cave toute petite, et quand tu rentres, la première fois que je suis rentré, il y avait du jazz à fond à l'intérieur. Enfin, c'est un mec c'est super. Il fait ses propres bouteilles tout seul, tout ça, c'est génial. Et bon, c'est la rencontre, mais c'est aussi essayer de redonner du sens à l'objet. En fait, retrouver ce plaisir de prendre un objet et qu'il y ait du sens derrière. Je bois ma bouteille, je peux télécharger mon disque et l'écouter en même temps. Enfin, il y a toute une symbolique qui est cool, quoi. Et voilà. Non, mais après, ce support disque, c'est vrai qu'il a une importance quelque part. Moi, je m'aperçois, petite anecdote toute conne. Bon, dans les radios, on en reçoit plein des disques. Donc, des fois, surtout une radio associative comme nous, t'as pas le temps de tout écouter, quoi. T'as pas... Et moi, je me souviens, c'est comme ça que j'ai découvert les Fatal Picard, en fait, parce que tu reçois le disque. Tu vois une betterave façon drapeau corse et marqué Picardia Independenza. Déjà, tu es là, tu fais c'est quoi ce truc ? Tu retournes, tu vois le premier truc, tu vois que le premier titre il s'appelle À l'enterrement d'Eric. Ben là, obligé, t'écoutes quoi. Tu te dis que c'est obligé. Non, c'est voilà. Mais quand on pense à tous ces pochettes magnifiques dans l'histoire de la musique aussi, les trucs un de mes pochettes préférées, c'est le Pink Floyd où il y a les deux mecs qui se serrent la main, il y en a un qui est en feu. Enfin, je sais pas, c'est des choses, ça fait partie de l'artistique du groupe, comme la pochette. Bon, toi, tu peux en parler un peu plus, mais la pochette, c'était vraiment un choix, je pense, artistique fort, et on le perd avec Spotify. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est fait partie de l'artistique du groupe et de l'histoire qu'on veut raconter aussi, je pense, quoi. C'est quand même important et c'est dommage de le perdre. Mais en fait, quand tu dis voilà, ça c'est aussi le côté la collaboration. La musique. Hier, je discutais avec quelqu'un et on avait cette discussion. Je disais, en fait, la musique c'est collectif. La musique, quand tu fais de la musique, bon, tu peux faire des solos, hein, c'est ok. Mais dans un groupe, en tout cas, il y a l'idée de collectif. Et un projet comme celui-là, il y a aussi moi, j'aime bien avoir cette idée de Radiohead, par exemple, c'est un groupe, ils ont depuis des années, ils collaborent avec un artiste peintre pour faire leur pochette. Et il y a cette idée de collaboration avec un artiste qui crée une identité visuelle. Les Tête Red, ils font ça aussi beaucoup, par exemple. C'est, depuis 30 ans, ils ont le même, la même charte graphique, le même... Enfin, ils changent un peu, mais l'univers, il est posé, quoi. Et voilà, c'est un artiste peintre qui s'appelle Jesse Reno, c'est un Américain. Et en fait, c'est une photo. Donc c'est deux panneaux de bois. Et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer avant-hier, là, qui a un tableau de Klimt qui s'appelle Le Baiser. Ouais. Je sais pas si vous voyez ça. Ouais. Ouais. Et en fait, ça ressemble beaucoup. J'avais pas capté, mais je crois que c'est une citation, un peu. Pourquoi j'ai choisi ça quand on en a discuté, tout ça, c'est que en fait, il y a le côté igloo, un peu la maison. Et ce que nous sommes, c'est un peu ce truc, ça rend. Enfin, moi, après, vous voyez ce que vous voulez, hein, mais ça m'a parlé comme ça, quoi. Il y a un côté, tout ce qui est à l'intérieur de moi, quoi. Voilà.
C'est comme un test de Rorschach. Chacun y voit ce qu'il veut. On disait justement l'importance du live. Le live, est-ce qu'il n'est pas un peu en danger ? Déjà, on le voit sur certains endroits. Nous, par exemple, sur Toulouse, on a de moins en moins de petites salles. Et bon, aller remplir ou aller jouer sur un bikini, c'est compliqué, quoi. Déjà, il y a l'attente et puis il faut le remplir. On voit de plus en plus les festivals, c'est racheté par des gros groupes qui gèrent aussi les zéniths, qui gèrent aussi des labels. Et du coup, on parlait de métissage. Là, on est plutôt dans l'inconsanguinité. Il y a le nouveau phénomène qui monte, d'ailleurs il y a plein de gros groupes qui se dressent contre et c'est bien du système, le ticket, plus il se vend et plus ça monte. Est-ce que le live est en danger ? Ou is the live still alive ? The live is still alive, je pense que c'est une chose dans la musique qui ne peut pas mourir, c'est le fait de se réunir autour de la musique. Je pense que ça a existé depuis que l'humain existe. Le côté, on se retrouve autour de la musique. Je pense que ça existera toujours. Alors, le modèle du live, tel qu'on le connaît aujourd'hui, je pense que ça va bouger. Par exemple, nous, on est plutôt basé vers Montpellier, même si on n'habite plus à Montpellier. Mais à Montpellier, moi, quand je suis arrivé à Montpellier, il y a 13 ans, il y avait des bars, des clubs, la musique de partout. Aujourd'hui, à Montpellier, jouer au centre-ville, ça devient compliqué. Il y a heureusement quelques bars qui sont encore là et qui se la donnent pour avoir de la musique live, mais c'est de plus en plus compliqué. Moi, je pense que la musique live telle qu'on connaît maintenant, oui, elle est peut-être en danger, mais là, je suis plutôt optimiste que ça va peut-être basculer vers un truc et puis ça va revenir. C'est l'humain, je pense qu'on a besoin d'aller au concert, d'aller au festival, de voir la musique live, de voir des musiciens ou le théâtre, pas que la musique, mais tout ce qui est spectacle vivant et de voir des gens créer, voilà. Je pense que ça existera toujours. C'est dans quelle forme ça existera. Ça, je n'aurais pas la réponse. Ouais, moi, je te rejoins beaucoup, et je dirais même que j'ai l'impression qu'il y a, en fait, c'est aussi le modèle qu'on a aujourd'hui là, des gros qui prennent beaucoup et des petits comme nous, mais comme d'autres, même la majorité en fait, prennent que dalle, et des subventions qui disparaissent. Je pense que ce modèle-là, il faut que ce soit rééquilibré à un moment donné. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gros ils prennent moins et que les petits montent un peu pour que tout le monde puisse vivre, tout simplement, quoi. Le live, c'est une nécessité, je pense, pour les gens et pour nous aussi. Moi, je crois en ça parce que je trouve que sinon, ça veut dire qu'en fait, mais je pense qu'on les êtres humains, ils vont se révolter contre ça. C'est pas possible. On peut pas. On a besoin d'être en discussion avec les gens, de communiquer, tout ça, d'être dans un truc. Sinon, on va se retrouver tous derrière des ordinateurs et puis à regarder des lives et à cliquer. Tu vois ce qui s'est passé pendant le Covid. Voilà. Et moi, je pense que ce modèle-là, il va bouger, quoi. Enfin, ce modèle-là des gros, en tout cas. Déjà, il y a un truc, moi, c'est un de mes chevaux de bataille. D'ailleurs, on va remettre un coup de gueule là-dessus. Tu prends, nous, par exemple, la SACEM, les radios associatives, à part celle du réseau Ferrarock, vu qu'on paye un tout petit forfait, 8 000 € par an, une broutille. En fait, si on déclare les groupes, si on envoie nos déclarations ne vont pas compter. Parce qu'ils vont considérer qu'ils reversent aux plus gros vendeurs. Donc, toutes les radios associatives, on est 700 en France, les 8 000 € qu'on met, à part le réseau Ferrarock, on ne peut pas apporter du soutien aux artistes qu'on diffuse, qui pourtant en auraient besoin. Ça part à Goldman, Cabrel, Obispo. Tu parles des réseaux quotas ? Non, toutes les radios associatives, nous, à part le réseau quota, justement, qui s'est monté, qui essaye de changer les choses. Mais toutes les radios associatives, moi, je te dis, là où c'est génial, c'est que demain, on vous propose de nous faire un habillage d'antenne pour une émission. On le dépose à la SCAM, vous touchez des droits SCAM dessus. On vous rentre en playlist en rotation chez nous. Même si on déclare à la SACEM, vous ne touchez pas un copec de la SACEM parce qu'on est au forfait. C'est mignon. C'est un scandale. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est un peu scandaleux, quoi, tout ça. Alex, une question peut-être, ou on fait la dernière rituelle habituelle. Si on va préciser, donc par contre le disque qui sort le 21 février, il y a des dates de concert, on peut vous retrouver sur internet, partout, sur les réseaux sociaux. Déjà, on joue au Café Plume samedi. Si vous êtes dans je sais pas quand est-ce qu'elle va être diffusée là. Ouais, je sais pas quand c'est comme Ah oui. Sûrement tout à l'heure.
Et voilà. Super. Voilà, samedi au Café Plume. Et après, on fait notre sortie d'album en mars. Enfin, l'album sort le 21 février. La release party, comme on dit. Release party. On fait Montpellier, le 13 mars. Paris, Voilà, 13, 14, Dijon, Paris 15 et Saint-Étienne le 16. Donc ça, c'est voilà. Et après, on a la tournée qui est en train de se monter, qui va être cool. Le 17 à la Bourboule. C'est ça. 17 avril à la Bourboule. Et Avril, oui. on va peut-être revenir par là aussi. Mais c'est en si construction. vous voulez Voilà. bien. Écoutez, nous, ça sera avec plaisir. Tu as justement la dernière question, celle qui embête toujours les invités. Là, si quelqu'un vient de se brancher là maintenant tout de suite sur Radio Occitanie, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie de se procurer votre disque et de venir vous voir en live? Elle est chiante, celle-là. Celle-là, il n'aime pas les gens, cette question. Tu veux répondre? Oui. Alors, est-ce qu'il faut que ça soit court ou je peux... Comme tu veux. Il faut soutenir les artistes locaux. Et aussi, il faut laisser la chance, il faut écouter la musique, il faut découvrir des nouvelles choses parce que voilà, des radios associatives comme vous donnez la chance à beaucoup d'artistes comme nous d'être entendus. Et voilà, débrancher la télé, les trucs comme ça, et toute la musique en boucle qu'on entend tout le temps, et aller découvrir des nouvelles choses, et peut-être vous allez être agréablement surpris, parce que voilà, on travaille beaucoup sur notre musique et sur ce qu'on a envie de communiquer avec vous. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et même si à la fin, vous avez peut-être pas aimé, ou il y a ci ou ça, au moins vous avez testé quelque chose de nouveau, quoi. Et ça peut que vous enrichir d'aller vers de nouvelles choses et tester des nouveaux trucs. Voilà. Il est bon en argumentaire. Toi, tu finiras. C'était pas mal. Tu finiras jamais ministre de la Culture, toi. Quelque chose à ajouter ou Moi, non? Il a tout dit pour moi. John et Nico, merci d'avoir été avec nous. Ouais, merci. Merci à vous. Et puis à bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Cette maison est la vôtre. Voilà. Merci Merci de l'invitation.